Je ne serai pas long. Puis-je le voir? Peut-être, oui. S'il va bien. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten. Vous avez vu, il y a des prunes parmi les fruits, des pêches aussi. De tout. C'est bon pour vous, père. Ce ne sont pas des fruits que je veux, Arthur. Je veux rentrer chez moi. Père, je vous en prie. C'est impossible. Pourquoi impossible, Arthur? C'est ce que je ne comprends pas. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes souffrant, père. Je ne suis pas souffrant, Arthur. J'ai l'air souffrant. Je donne cette impression, mais je vais aussi bien que toi. Père, je vous en prie. Avancez. Nous avons déjà parlé de tout ça. Allez. Oh, pardonne-moi, je te crée bien des soucis, mon fils. Mais non. Alors que tu viens de South Sea pour me rendre visite, voilà comment je te traite. Pardonne-moi. Je n'ai rien à vous pardonner, père. Ai-je dit que j'allais voir le docteur Bell? Non, non, ce n'est pas vrai. Je vous assure, père. Alors, ce n'est donc pas vraiment moi que tu es venu voir, mais le docteur Bell. Père, s'il vous plaît. C'est pour cela que tu es venu à Édimbourg. Je ne suis... C'est ça, hein? Moi, ton père, je passe après Joseph Bell. Père, je vous en prie. Voilà la vérité, n'est-ce pas, Arthur? Père. Je vais te montrer que je ne joue pas les secondes. Père, je vous en prie, cessez. Je ne veux pas que t'effrayes. Père. Je n'en veux pas. Je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison. Je vous en prie, vous autres. Ne lui faites pas de mal. C'est moi. Vous allez vous calmer. Arrête-moi. Ne lui faites pas de mal. Arrête-moi. Allez-y vite. Je veux rentrer chez moi, vous entendez? Il va falloir que votre père se calme, Monsieur Doyle. Pour son bien et pour celui des autres. Si vous avez des objections, vous pouvez toujours ramener ce vieil homme chez vous et vous en occuper vous-même. On dirait qu'il n'aime pas vos fruits, Monsieur Doyle. Arthur! Arthur! Seigneur. Je t'avais demandé de ne pas venir. Je t'avais dit de rester dehors. L'erreur que nous commettons dans nos rapports avec les enfants, Doyle, c'est que nous les sous-estimons. Lorsque je travaille avec des jeunes, je suis étonné par leur faculté d'adaptation. Vous voulez dire qu'il est bon qu'Innes ait vu son père dans cet état? Non. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il va se remettre de cette expérience. Croyez-moi. Et par la suite, il comprendra l'intérêt qu'il aurait pu avoir à écouter son grand frère. Pour cette fois au moins. Hein? Nous verrons ça. Alors, ce télégramme? Il s'agit bien d'un meurtre? Oui. Mais encore? La victime s'appelle Henry Starr. C'est le fils de John Starr. Le financier? Oui. Et comment... Oui, c'est arrivé. Henry Starr rentrait chez lui après une réunion de travail quand il a été sauvagement agressé et tué. L'assassin a ensuite dépouillé Starr de ses objets de valeur avant de disparaître dans la nuit sans être vu. Quand Starr a-t-il été tué? Il y a un mois. Et son père commence à s'impatienter? Il n'a cessé de harceler l'adjoint du commissaire principal, Sam Ferguson.
Et Sam a fini par me demander de lui venir en aide. Et moi? L'officier chargé de l'enquête sur ce meurtre est un certain lieutenant Daniel Blenay, lequel semble ne pas apprécier que je m'en mêle. Pourquoi? J'ai travaillé avec lui il y a quelque temps. On m'avait assuré qu'il était un policier de premier ordre, capable de sentir la culpabilité d'un criminel à des kilomètres. En fait, il avait aussi le don de sentir une bouteille de whisky à des kilomètres. Et à cause de son incapacité, le meurtrier que nous poursuivions est parvenu à échapper à la justice. Bien à regret, j'ai été obligé de recommander sa mise à pied. Je ne vois toujours pas ce que Il je m'en viens garde faire. depuis une grande rancune. Il me faut donc un intermédiaire. Il est toujours en place. C'est le lieutenant Blenay, je suppose. Oui, Et vous croyez vraiment qu'il va m'écouter? je l'espère bien. À votre santé. Santé. Le sergent Clark a été chargé dernièrement d'assister le lieutenant Blenay. Alors, Joe, vous êtes décidé à aider les pauvres policiers que nous sommes? Tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Le docteur Doyle participera lui aussi. Le docteur Doyle étudie ma méthode. Et j'espère en apprendre plus en étant sur le terrain. Je vois. Enfin, si vous m'acceptez. Aucune objection de ma part. Joe, donnez-nous vos premières impressions sur ce meurtre. Non. Pour le moment, je ne sais rien de plus que ce que chacun peut lire dans les journaux. D'abord, il faudra me livrer toutes les informations que vous pouvez avoir, ainsi que toutes les preuves matérielles existantes. Nous penchons pour un vol. On lui a dérobé son argent ainsi que tous ses bijoux. Le voleur tentera à coup sûr de revendre son butin. J'en serai immédiatement averti et je coincerai mon homme. D'ici là, il faut me croire, les criminels n'auront aucun répit. Je vous l'assure, messieurs, faites-moi confiance. Sergent Clark? Oui, lieutenant. Soyez gentil de soumettre au docteur Doyle et Bell les éléments de l'affaire. Et veillez à leur transmettre les indices matériels. Bien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je rentre. Messieurs les docteurs, monsieur. Bon. Je savais que tout se passerait très bien. Bonjour. Ah, Doyle, bonjour. Les vêtements de Henry Starr, je parie? Oui. Sentez-moi ce gant. Le gant droit. Maintenant, sentez la veste. Vous voyez? Rien n'est conforme à ce que la police pensait au départ. Ils ont été incapables de sentir ce qui était juste sous leur nez. Je dois dire que... Ces vêtements doivent être rendus à Monsieur John Starr. Après la mort de sa mère, c'est Jenny qui a élevé mon fils. Elle vient à peine de se faire à l'idée qu'il est mort et maintenant, regardez-la, vous ne pouviez pas ramener ses habits plus tôt. Nous devons la laisser à sa peine. Ainsi donc, vous-même et le docteur Bale, je n'ai pas bien saisi ce que... Nous sommes là suite à la pression que vous avez exercée sur les autorités. Oui, mais pourquoi deux médecins? Eh bien, le docteur Bell a développé une méthode d'investigation pour les actes criminels. Est-ce que cette méthode va permettre de capturer l'assassin de mon fils, docteur Doyle? Nous n'épargnerons pas nos efforts pour capturer cet homme, monsieur. Puis-je vous demander quel genre d'homme était votre fils? Demandez toujours, mais je ne saurais vous répondre. Je suis un homme très riche, docteur. Mais pendant tout le temps que j'ai passé à faire ma fortune actuelle, j'ai laissé mon fils devenir un étranger pour moi. Oh, nous vivions sous le même toit. Nous dînions même ensemble tard le soir.
Mais je n'ai jamais connu réellement mon compagnon de table. Il semblait réussir pleinement dans les affaires, bien que nous n'ayons jamais discuté de ce sujet dans les détails. Vous trouvez cela lamentable, docteur, n'est-ce pas? J'imagine que votre père serait capable de me dire quel genre d'homme vous êtes. Non. Mon père est malade depuis longtemps, monsieur Starr. Je suis navré. Oh, c'est... Mais, de ce fait, lui, il a une excuse. Bref, je ne connaissais peut-être pas mon fils, docteur, mais je sais que personne n'avait le droit de lui ôter la vie et je veux voir son assassin livré à la justice. J'ai prévu une forte récompense pour celui qui y arrivera. Livrer l'assassin de votre fils à la justice sera une récompense suffisante. Une dernière chose. Est-ce que vous pourriez dire si votre fils fumait ou non? Quoi? Le cigare? Non. Non, il ne fumait pas. Est-ce si important? Peut-être bien. L'hypothèse est que le tueur guettait sa victime en l'attendant dans ce couloir. Starr arrive, son assaillant lui saute dessus, là-bas, et le dépouille. Mais il se trouve, messieurs, qu'en fouillant sa victime, le tueur laisse tomber ses gants. Les gants du tueur, vous dites? Je croyais qu'ils étaient à Starr, ces gants. Santé. Ça sent le tabac, alors que les vêtements de Starr sont exempts de toute odeur de tabac. Ainsi que John Starr nous l'a confirmé, son fils ne fumait pas. Mais même si ce sont les gants du tueur, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Bien au contraire, ça change tout. De toutes mes rencontres dans les bas-fonds d'Édimbourg, messieurs, je n'ai jamais vu un bandit de grand chemin portant de jolis gants en peau de chamois. Ils ont dû être volés à une autre victime riche. Je vois mal un voleur garder ces gants-là au risque de les voir reconnus par leur propriétaire et se faire arrêter. Pourtant, Henry Starr a bien été dépouillé. Ça, c'est un fait, Joe. Est-ce que vous voulez dire qu'on a voulu faire croire à un vol? Exactement. Ce n'était pas l'œuvre d'un voleur professionnel, Sam, mais d'un homme qui a les moyens de s'offrir de beaux gants et de gros cigares. Un homme du niveau social de Starr. À moins qu'il ne s'agisse d'un malade mental, le meurtrier avait un motif autre que le vol. Est-ce qu'il nous faut vraiment écouter ça, Sam? À cause d'une fichue paire de gants. Lieutenant, en médecine, il est très courant de demander un deuxième avis. Il n'y a vraiment aucune honte à cela. Je parie que le docteur Bell n'a jamais tenu compte de l'avis de quiconque. En tout cas, pas de bonne grâce. Lieutenant. En fait, je pense pouvoir vous montrer que le docteur Bell est parfaitement disposé à recevoir un avis. Alors qu'il cherchait des traces de tabac, le docteur Bell a examiné d'abord le gant droit, la plupart des gens étant droitiers. Alors que moi, j'ai également senti le gant gauche. Et lui aussi, il avait une forte odeur de tabac. Il est ambidextre. Tyle. Il est ambidextre. Alors, j'ai regardé de plus près, et l'examen microscopique a révélé quelque chose de plus, de légères traces de brûlure sur le cuir. Des traces de brûlure? Moi, j'allumerai mon cigare avec ma main dominante, la droite, pendant que je me servirai de la main gauche pour protéger la flamme du vent. Donc, dans mon cas, les traces de brûlure apparaîtraient sur le gant gauche. Or, dans notre affaire, de même que l'odeur de tabac, c'est sur les deux gants que les brûlures sont présentes, indiquant que la propriétaire allumait ses cigares de l'une ou l'autre main. Bien vu, Doyle, bien vu. Merci. Et si maintenant nous poussions notre analyse plus loin? Nous devrions nous interroger sur les habitudes de fumeur d'un homme dont les gants empestent à ce point le cigare. Ne pourrions-nous pas en déduire que c'est parce qu'il fume surtout à l'extérieur, et cela parce que la personne qui vit sous le même toit que lui ne supporte pas la fumée de cigare? Joe? C'est une hypothèse vraisemblable. Et ça nous mène à quoi, Joe? Je crois que nous devrions le demander au perspicace Dr. Doyle. Eh bien, je pense qu'il serait utile de bavarder avec la dernière personne à avoir vu Henry Starr en vie. Excellente idée. Ça doit être Monsieur Jeremy Ord, l'avocat avec qui il avait un rendez-vous d'affaires. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose à vous dire que je n'ai pas dit au sergent Clark, messieurs. Et qu'avez-vous dit au sergent, Monsieur Ord? À quelle heure Monsieur Starr est arrivé ici? Et à quelle heure il est reparti? Monsieur Ord, il semble désormais certain que le vol ne soit pas le vrai mobile du meurtrier. Pour découvrir le mobile réel, il faut commencer
à chercher de plus près dans la vie professionnelle et privée de Monsieur Starr. J'espère que vous comprenez. Peut-être pourriez-vous commencer par nous dire quelle affaire vous occupait, Monsieur Starr et vous, le soir du meurtre. Une bien vilaine affaire, messieurs. Je me suis occupé des intérêts d'une famille, la famille West, pendant des années. Ils possédaient une usine dans le sud-est du pays et avaient des bureaux ici à Édimbourg. L'usine a été dirigée en dernier lieu par Alicia West, le dernier membre survivant de la famille. Et elle la dirigeait mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Mais un jour, Alicia s'est trouvée un mari, messieurs. Et l'homme qu'elle a trouvé était un monstre. Il la battait sans pitié, buvait son argent et le dépensait avec d'autres femmes. Et Jack Crane voulait lui aussi gérer l'entreprise. Crane. Alicia Crane. Vous la connaissez? J'ai fait sa connaissance post-mortem. Alicia Crane s'est suicidée il y a 6 mois. Alors vous savez aussi que sa canaille de mari a été assassinée, docteur. Oui, bien sûr. J'ai aidé la police dans son enquête. Jack Crane n'était pas seulement un monstre. Il n'avait aucun talent pour les affaires. Il a pratiquement ruiné Alicia. Et le lendemain de sa mort, elle est venue me voir en me disant qu'elle voulait emprunter une somme d'argent pour tenter de faire vivre l'usine. Le prêt était garanti par une hypothèque sur la ferre et sur la maison d'Alicia. Tous ses biens étaient hypothéqués. Je lui ai déconseillé d'accepter. Elle est restée inflexible. Elle a ainsi garanti 2 gros emprunts pour lever les fonds qu'il lui fallait. Il était stipulé que ses créanciers lui laisseraient un délai supplémentaire pour les rembourser. Mais en fin de compte, ils ne lui ont laissé aucun délai. Ils ont donc saisi l'usine de la famille West, ainsi que la maison d'Alicia. Et Alicia Crane s'est donné la mort en se jetant de l'étage. Poussez-vous vite! Et le créancier, je vous l'apprends, était Monsieur Henry Starr. Monsieur Henry Starr et son associé, Monsieur George Milburn. Parlez-nous du soir de la mort de Starr. Starr est venu à mon bureau pour parler de la saisie de la maison d'Alicia. L'intendante de la maison, qui était Madame Booth, avait toujours refusé de partir. J'avais réussi à persuader Starr et Milburn de me laisser du temps pour pousser Madame Booth à quitter les lieux. Starr était venu me dire que l'échéance était dépassée. Vous disiez qu'Alicia Crane s'était tuée. Moi, je dirais plutôt qu'elle a été tuée par messieurs Starr et Milburn. Henry Starr a conduit Alicia Crane au suicide, puis Starr lui-même a été tué. Vengeance, vous croyez? C'est un mobile vieux comme le monde. Mais la vengeance de qui? Madame Booth, l'intendante? L'avocat l'a dit obstinée, elle est peut-être aussi violente. Et les gants, Doyle? Rappelez-vous des gants? Laissez-la volontairement? Pour faire croire qu'Henry Starr a été tué par un homme? Il y a autre chose. Si le tueur avait voulu venger la mort d'Alicia Crane, n'y aurait-il pas eu 2 meurtres? Je fais allusion à George Milburn, l'associé d'affaires de Henry Starr et co-persécuteur de Madame Crane. Mais nous devrions quand même parler à l'intendante. C'est sûr. Et à plus d'un titre, même innocente, elle est susceptible de nous apprendre des choses que nous ignorons encore. Vous disiez que vous aviez aidé la police pour le meurtre de Crane. Vous avez trouvé l'assassin? Oui et non, Doyle. Oui et non. Le mari d'Alicia Crane, Jack, a été tué par un certain Ned Bowle. Voici un portrait assez ressemblant. Malheureusement, il n'a jamais été appréhendé, grâce à Blenheim et à son incompétence. Et oui, c'est sur l'affaire Crane que nous nous sommes rencontrés, le lieutenant et moi. Quelques semaines après le meurtre, me semble-t-il. Que s'est-il passé? Jack Crane a quitté son bureau à 7 heures du soir. 1 heure plus tard, il a été trouvé mort dans une petite impasse de l'autre côté de la ville. L'autopsie a mis en évidence qu'il avait reçu un coup de couteau et qu'il était mort de s'être vidé de son sang. Mais il n'y avait presque pas de sang dans la ruelle. C'est donc que Crane a été tué autre part, puis jeté dans cette impasse. Précisément, oui. Mais si j'en crois le rapport, le lieutenant Blenheim a omis de mentionner ce fait.
Crane a été assassiné à proximité de son bureau, puis transporté de l'autre côté de la ville. Mais au moyen de quoi? Et pourquoi a-t-on pris cette peine, Doyle? N'y avait-il pas un petit indice repérable sur les lieux mêmes du meurtre qui aurait permis de déduire l'identité du coupable à coup sûr? J'ai alors décidé d'explorer la zone entourant les bureaux de Crane et j'ai trouvé la réponse presque immédiatement. Il faut dire qu'elle était renversante. Je vois. Crane avait été transporté dans une charrette. Cette hypothèse valait la peine d'être vérifiée en réinterrogeant tous les employés de la société McCullough & Sons. L'un d'entre eux s'est rappelé avoir vu un collègue qui avait des taches de sang plein sa charrette. Il semblerait que cet homme, une fois questionné, ait prétendu qu'il avait dû transporter des carcasses d'animaux, mais j'étais très loin d'être satisfait. Et j'ai examiné les archives. Aucune carcasse d'animal n'avait été transportée ce jour-là par la société. J'ai demandé au contremaître le nom du charretier en question. Ned Ball. Quand je l'ai eu identifié comme étant le meurtrier, il avait disparu. Alors, vous allez me répondre, Doyle. D'après vous, suis-je trop sévère? Ou est-ce que n'importe quel officier de police compétent aurait été capable de suivre la même piste que celle que j'ai suivie? Je suppose. Vous supposez quoi? D'accord. Il était incompétent, je le reconnais. Mais il est toujours là. Et il faut que vous le teniez informé des développements. Oui. Je vous demanderai de bien vouloir le faire vous-même, Doyle. Madame Blenay? Non. Je suis Madame Troy, son infirmière. Je suis le docteur Doyle. Je voudrais parler au lieutenant Blenay. Bien sûr. Je vous en prie, entrez. Merci. Voilà. Allez. Ouvre la bouche. C'est bien. C'est bien, ma chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez très bien qu'on ne doit pas la voir comme ça. Vous le savez. Je vous demande pardon. Je croyais que vous l'aviez couché. Lieutenant. Sortez! Sortez-moi-le! Sortez-le d'ici! Tout de suite! S'il vous plaît, docteur. Je vais vous montrer le bureau. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Lieutenant, je ne supporte pas qu'on voie Isadora comme ça. Cela dit, je vous prie d'excuser ma réaction brutale. Isadora Blenay, votre femme écrit des livres sur les échecs? Plus aujourd'hui. Mais avant d'avoir son attaque, elle a écrit ces 3 volumes. Vous savez jouer, docteur? Non, je suis plus un théoricien qu'un vrai joueur. Puis-je vous l'emprunter? Non, je suis désolé. Ce sont les seuls exemplaires que nous ayons. Nous nous sommes rencontrés grâce aux échecs. C'était au cours d'un tournoi. J'ai trouvé ça étrange qu'une femme y participe. Mais dès que la partie a commencé, alors, j'en ai compris la raison. Isadora gagnait constamment. Pour une raison bizarre, il m'était impossible de me concentrer à chaque fois qu'on faisait une partie. Prenez donc un siège, docteur. Merci. Je vous sers un verre? Non, il est un peu tard. Ça m'empêcherait de dormir. Vraiment? Voulez-vous que je vous dise? C'est parce que vous ne buvez pas suffisamment. Et le docteur Bell, où est-il? Il est chez lui. Vous savez, j'ai dans l'idée qu'on l'a appelé à l'aide avec l'assassin de Starr qui court toujours, lequel Starr est le fils d'un homme important, et Ferguson qui espère être promu commissaire principal. Je savais qu'il ferait appel à Bell. Il m'a parlé de l'affaire Crane. Ah oui? Vous a-t-il dit qu'il avait demandé ma mise à pied? Oui. À contre-cœur, m'a-t-il dit. Oui. Qu'est-il arrivé à Madame Blenay? Un jour, je suis allé travailler, elle allait bien. En revenant le soir même, je l'ai retrouvée comme ça. Madame Troy dit que je devrais la confier à une institution. Je n'ai jamais pu. Non? Non. J'ai aimé Isadora, et elle m'a aimé. Il était de mon devoir de m'occuper d'elle.
Vous dites je l'ai aimé, pas je l'aime. Oh, il ne reste plus rien à aimer chez elle, docteur. Est-ce qu'elle a eu son attaque avant ou après l'affaire Crane? Avant, mais j'ai interdit à quiconque de mettre en cause son état de santé dans les erreurs que j'ai commises. C'était ma faute, non la sienne. Qu'est-ce qui vous amène si tard, docteur? Les gants. Qu'est-ce qu'ils ont? Imaginons qu'ils aient été délibérément abandonnés là par une femme. Vous pensez à quelqu'un de précis? Madame Margaret Boss, l'intendante d'Alicia Crane. Est-ce que c'est un bon livre? Le livre de Madame Blenay. Il est excellent, vraiment. Je lis son analyse de la rencontre Steinitz contre la Batte. Il y a eu un grand tournoi d'échecs qui les a opposés à la Nouvelle-Orléans. Et que pensez-vous de son analyse? Brillante. C'est vraiment remarquable. Et Madame Blenay elle-même, à quoi ressemble-t-elle? Elle est plus proche de la mort que de la vie. Une attaque. Foudroyante. Il s'occupe bien d'elle, vous savez. Il ne veut pas la mettre dans une institution. Je vois. Elle a eu son attaque quelques mois avant le meurtre de Crane. Et vous pensez que les erreurs de Blenay étaient la conséquence directe de la maladie de sa femme, c'est ça? Il dit que cette attaque n'était pas une excuse. Mais vous n'en êtes pas si sûr. Et si vous n'en êtes pas sûr, ça implique que vous pensez que je l'ai jugé trop durement. Je n'ai pas dit ça. Oui, messieurs, je détestais Henry Starr pour ce qu'il a fait à ma maîtresse. De même que je détestais sa canaille de mari, Jack Crane. Et j'ai honte de le dire, mais je me suis réjoui de leur mort. Pourtant, je n'ai pas tué ces deux hommes. Parce que je suis chrétienne, messieurs. Je pense que seul le Seigneur notre Dieu a le droit d'ôter la vie. Vous comprenez quand même pourquoi nous sommes ici, Madame Boos? Écoutez, j'imagine que quiconque aimait Alicia autant que je l'aimais aurait voulu se venger de Starr et de son acolyte Milburn. Vous êtes consciente que c'est votre devoir devant Dieu de dénoncer une telle personne? Oui, je suppose. Mais seulement parce que c'est mon devoir devant Dieu. Car cela mis à part, je ne suis pas certaine que je ne me jetterai pas à genoux pour remercier l'assassin de Crane et de Starr. Madame Boos, devant Dieu, est-ce que vous voyez quelqu'un qui aurait pu vouloir venger votre maîtresse? Il y avait quelqu'un, j'en suis persuadée. Qui ça? Je crois qu'Alicia était tombée très amoureuse après le meurtre de son mari. De qui, Madame Boos? J'ai connu Alicia Crane durant toute sa vie. Un jour, alors que je revenais de chez ma sœur, j'ai trouvé un bouton de manchette dans sa chambre. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé dans un tiroir et qu'elle l'avait sorti pour le jeter. Elle a dit que c'était l'un des siens, un de Jack Crane. Mais moi, en la regardant, j'ai su tout de suite qu'elle avait menti. Elle ne pouvait rien me cacher. Mais qui aurait pu l'en blâmer après ce qu'elle avait enduré avec Jack Crane? Madame Boos, devons-nous en déduire que vous n'avez aucune vraie preuve de ce qu'Alicia Crane avait un amant? Aucune preuve, non. J'ai une intime conviction là-dessus, Sam. Je sais que j'ai raison. Starr a ruiné Alicia Crane. Il a été tué pour ses méfaits. Tué par qui? Vous avez entendu, Madame Boos. Alicia Crane avait un amant. Elle a trouvé un bouton de manchette. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'ai connu Alicia Crane durant toute sa vie. Elle la connaissait bien. Elle savait que sa maîtresse lui cachait quelque chose. Ça n'est toujours pas prouvé. Mais c'est quand même un sacré bon point de départ, non? Non, Blenay.
Docteur Doyle, qu'avez-vous à ajouter? Madame Booth était visiblement plus qu'une intendante pour Alicia Crane. Elle était une amie depuis des années. Alors oui, il est possible qu'elle se soit rendue compte qu'Alicia lui mentait. Merci. D'un autre côté, il y a la remarque du docteur Bell à propos de l'associé en affaires de Starr, George Milburn. Aux yeux du supposé vengeur amoureux d'Alicia Crane, Milburn aurait été aussi coupable que Starr. Alors, pourquoi Milburn n'a-t-il pas été tué? C'est juste. Je veux que vous interrogiez Milburn au plus vite. Je veux savoir si quelqu'un lui aurait cherché la moindre querelle récemment. Et si ça n'est pas le cas, je veux qu'il me dise s'il sait qui aurait pu en vouloir un tant soit peu à Starr. Ça va, Martha, merci. Martha, dès que mon époux rentrera, dites-lui de nous rejoindre. Je suis sûre qu'il ne tardera pas, messieurs. Ce n'est pas que l'attente soit désagréable, madame. Ils sont vraiment délicieux, vos biscuits. Vous les faites vous-même? À vrai dire, c'est Martha qui s'occupe de ce genre de choses. Oh, bien sûr. Mais qu'est-ce que je raconte? Est-ce que l'un de vous pourrait me dire pourquoi vous voulez voir George? Oh, surtout ne vous embêtez pas avec ça, madame. Je suppose que c'est en rapport avec le décès de ce pauvre Henry. Avez-vous trouvé l'assassin? George en serait tellement heureux. Ils étaient de grands amis. L'assassin de Starr court toujours, madame. C'est vrai. George va être tellement déçu. Ça ne va pas bien, docteur? Michel-Ange, Léonard de Vinci, Benjamin Franklin, le président Garfield, Sir Edwin Landseer. Eh bien, voulez-vous leur dire ce que ces hommes ont en commun, madame Milburn? Écoutez, c'est tout à fait idiot. Mais tout comme mon mari, ces grands hommes étaient tous ce qu'on appelle ambidextres. Ce qui veut dire... Oui. Nous savons ce que ça veut dire, madame Milburn. Mon mari est toujours en train d'exhiber son don du ciel, comme il l'appelle. Personnellement, je trouve ça très infantile. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Votre mari fume-t-il le cigare, madame Milburn? Oui, mais pas chez nous. Jamais à l'intérieur. Je le lui ai interdit. George, lui dis-je, soyez gentil de fumer ces choses dégoûtantes dehors. Vous m'en direz tant. George Milburn. Martha me dit que vous faites partie de la police, messieurs? Depuis quand connaissiez-vous Henry Starr, monsieur Milburn? Oh, 4, 5 ans. Mais il n'y a pas plus de 3 ans que nous faisons des affaires ensemble. Prêter de l'argent, vous appelez ça des affaires? Je ne suis pas sûr d'apprécier ce ton, monsieur. J'ai accepté de venir ici pour vous aider dans votre enquête, mais pas pour me faire insulter. Henry et moi, nous procurions une aide financière aux personnes que les banques n'auraient jamais reçues. Comme Alicia Crane. Certains disent que Starr et vous avez poussé cette femme au suicide. Elle connaissait les termes du contrat. Personne ne l'a menacée d'un pistolet pour la forcer à prendre notre argent. Avez-vous reçu des menaces de mort, monsieur Milburn? Des menaces? Jamais. Pourquoi me menacerait-on de mort? Vous croyez qu'Henry serait mort à cause de l'une de nos affaires? Le prêt à Madame Crane, par exemple? C'est ça que vous pensez? Pourquoi ne pas lui montrer les gants, Dr. Doyle? Reconnaissez-vous ces gants, monsieur Milburn? Monsieur Milburn? Non, ce sont des gants... Ce sont des gants comme les autres. Ils ont été trouvés à côté du corps de Starr. Ce ne sont pas les siens parce qu'il ne fumait pas le cigare. Et qu'il n'était pas ambidextre. Vous fumez le cigare, monsieur Milburn? Et je crois savoir que vous êtes fier d'être ambidextre. Écoutez, ce ne peut être qu'une pure coïncidence.
Rien d'autre. Ces gants ne m'appartiennent pas parce que je n'en porte jamais. Je déteste les gants. Pourriez-vous nous dire où vous étiez la nuit du meurtre d'Henry Starr, monsieur Milburn? Où j'étais? Mais à la maison? Quelle question? Je me couche tôt, à 9 h, tous les soirs. Votre femme pourrait le confirmer? Lila? En fait, non, voyez-vous. Lila et moi, nous faisons chambre à part. Excusez-moi, messieurs, cette fois, il faut vraiment que j'y aille. Mais s'il y a autre chose que je puisse faire, j'insiste pour que vous fassiez appel à moi. Parce que je considérais Henry Starr comme un ami très proche. Très, très proche. Et je souhaite autant que vous qu'on arrête son meurtrier. Merci, monsieur Milburn. Vous pouvez y aller. Nous acceptons votre offre d'aide avec gratitude. Merci. Et bonne soirée, messieurs. N'aurions-nous pas dû insister un peu? Nous ne pouvons pas le garder en détention sans avoir de charge contre lui. Il dit que ses gants ne sont pas les siens et que Starr et lui étaient de grands amis. Sommes-nous obligés de le croire? Cet homme n'est pas un tueur. N'est-ce pas, Sam? C'est un bouffon vaniteux qui croit qu'être ambidextre est une marque de génie. Un meurtre de sang-froid, ça ne lui ressemble pas du tout. Comment pouvez-vous en être certain, lieutenant? Parce que je sais lire dans les pensées, docteur. J'ai bâti ma carrière là-dessus. Et j'exerce mon métier de policier à plein temps, moi. Je ne suis pas un amateur débutant. Je vous rappelle, lieutenant, que c'est cet amateur débutant qui a identifié l'assassin de Jack Crane et que c'est votre incompétence qui lui a permis de s'échapper. Je vous rappelle également que si nous vous avions écouté, nous chercherions encore le meurtrier d'Henry Starr parmi les criminels qui hantent les bas-fonds de cette cité. Qu'avez-vous dit au juste? Nous recherchons ou nous devrions rechercher un bandit de grand chemin? Écoutez-moi, vous! J'en ai Messieurs, marre s'il de vous plaît, ça suffit! Docteur Doyle. Il est peut-être trop tôt pour que Milburn soit mis hors de cause. Il faudrait chercher plus d'indices. Pour ce faire, j'aimerais disposer du sergent Clark. Pourquoi faire? Vous avez Doyle. Je veux interroger quelques personnes, et comme vous l'avez fait remarquer, je ne suis pas un policier professionnel, j'ai besoin de l'autorité légale. D'accord, prenez Clark. Sam, si vous avez des hommes en réserve, faites-leur plutôt surveiller George Milburn, parce que je crains beaucoup pour sa vie. Le sergent Clark ira avec le docteur Bell et le docteur Doyle, lieutenant. Puisque vous disposez de Clark, pensez-vous que je peux prendre la journée de demain? Pourquoi? Demain, nous enquêterons sur un point essentiel. C'est que je pensais aller voir mon père. Ah oui, bien sûr. Bien. Il ne doit pas y avoir plus de 4 spécialistes de la confection dans cette ville auquel un homme comme Milburn confie sa garde-robe. Le sergent Clark et moi nous débrouillerons tout seuls. Bon courage. En fait, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire ailleurs. Excusez-moi, où puis-je trouver Alexander Cameron? C'est le monsieur dans le coin là-bas. Merci. Alexander Cameron? Lui-même. Alexander MacDonald Cameron. Si vous voulez savoir mon nom complet. Monsieur... Doyle, Dr. Arthur Conan Doyle. C'est au sujet de ce livre écrit par Isadora Blenay. Vous en avez écrit la préface. J'ai eu ce grand honneur, oui, monsieur. J'ai essayé de trouver d'autres ouvrages de Madame Blenay, sans succès. Le lieutenant Blenay s'est montré réticent à me les confier, ce que je comprends, puisque ce sont les seuls Vous exemples. connaissez Daniel Blenay? Oui. En ce moment, j'essaie de l'aider sur une enquête. Espérons que le troisième sera le bon, Dr. Bell. Oui.
Monsieur? Puis-je vous aider? Si vous avez un client du nom de George Milburn, vous pourrez sûrement m'aider, oui. Je suis sûr que vous comprendrez que le nom des clients de notre établissement est une chose strictement confidentielle. Je le conçois. C'est pourquoi j'ai amené mon policier personnel. Nous avons un compte au nom de George Milburn. Un compte, me dites-vous? Et voilà qui est inespéré. Pouvons-nous le voir, ce compte? Dans l'ouvrage de Madame Blenay, il y a de nombreux aperçus des parties d'échecs opposant Steinitz et Labatt. Mais voyez-vous, je ne parviens pas bien à saisir comment Isadora a pu écrire avec tant de lucidité sur des parties d'échecs qui ont été disputées après qu'elle ait été frappée par son attaque? Oui. Je vois que vous êtes un amateur passionné de jeux d'échecs, monsieur. Eh bien, la vérité est que Isadora n'a pas terminé l'écriture de son livre. C'est son mari qui l'a fait. Mais il a généreusement refusé d'en être officiellement co-auteur. C'est l'œuvre d'Isadora, disait-il. Elle l'a commencé, elle lui revient à elle et à elle seule. Je vous le dis, docteur, le Seigneur a jeté le moule dans lequel il a coulé Daniel Blenay. Monsieur est intéressé par un chapeau de chasse? J'ai du mal à imaginer en quelles occasions je pourrais le porter. D'un autre côté, je sais à qui ça ferait plaisir. Docteur, vous aviez raison. Vous avez menti, Monsieur Milburn. Vous prétendez ne jamais porter de gants, pourtant vous en avez acheté chez Cross Brothers. Et qui plus est, une paire identique à celle-ci. C'est tout ce qu'il y a à en dire. J'ai acheté des gants semblables à ceux-ci. Vous ne pouvez prouver que c'est précisément cette paire-là que j'ai achetée. Je vous en prie, Monsieur Milburn, calmez-vous. Où sont vos gants, Monsieur Milburn? Où ils sont? Perdus. Depuis des mois. Oh non. Et comment ça? Dans le parc. Le parc près de la maison. J'y vais souvent parce que j'aime bien cet endroit. Autant que je me souvienne, j'ai mis les gants dans la poche de mon manteau. Il faisait très bon, j'ai retiré le manteau et c'est alors que les gants ont dû tomber de ma poche. J'ai fait demi-tour, mais je n'ai pas pu les retrouver. Je vous jure que je vous dis la vérité. J'ai été stupide d'avoir menti, je me rends compte maintenant. Avez-vous parlé à quelqu'un de la perte de vos gants? Je n'en sais rien. À Lila, peut-être, ou peut-être pas. Ce n'est qu'une paire de gants. Vous en perdez une paire, vous en achetez une autre paire. Sergent Clark, Oui, monsieur. Veuillez descendre avec Monsieur Milburn et lui offrir une tasse de thé. Il semble qu'il en ait grand besoin. Par ici, Monsieur Milburn. Merci. Alors, messieurs, avant de donner votre avis sur les derniers développements, puis-je compter sur vous pour garder un ton cordial? Lieutenant? Je ne crois pas que cet homme soit un tueur. Il nous a menti. Il a paniqué. Ce qui confirme mon point de vue. Les personnes dans ce genre-là ne vont pas tuer les gens. C'est votre opinion. Mais elle ne tient pas compte des faits prouvés. L'homme est ambidextre. Il a acheté les mêmes gants chez Cross Brothers et il fume le cigare. Est-ce que nous pouvons ignorer cela? Je n'ai pas dit que ce n'était pas ses gants. J'ai dit que je ne pensais pas qu'il ait tué. Et s'ils avaient été laissés là exprès, afin d'attirer les soupçons sur Milburn? Ah, mais laissez-la par qui? L'hypothétique ami secret de Madame Crane? Pourquoi pas? Cela faisait quoi? 6 mois que Madame Crane s'était tuée? 6 mois pendant lesquels il a pu épier ses victimes? Pour connaître leurs habitudes? Peut-être même pour apprendre que Milburn est ambidextre. Alors il vole les gants et les dispose.
près du corps de Starr après l'avoir tué. Au mieux, la justice pendra Milburn à sa place. Au pire, il nous aura entraînés sur une fausse piste. En attendant, il est tranquillement en train de réfléchir à son prochain coup. On dirait que vous savez que cet homme existe. Docteur Doyle, à votre tour. Ah, eh bien, Dr. Bell a un suspect, mais pas de mobile, et le lieutenant Blaney a un mobile, mais pas de suspect. Exactement, il a un fantôme. Quoi qu'il en soit, plus je connais Milburn et plus j'ai tendance à être d'accord avec le lieutenant Blaney. Cet homme n'est pas un tueur, et dans cette hypothèse, le fantôme du lieutenant Blaney commence à devenir un peu plus consistant. Bien dit, Dr. Doyle. Alors, je vais encore envoyer Milburn chez lui. Il faut prévoir un garde devant chez lui, Sam. Non. Non, parce qu'à l'inverse du Dr. Doyle, je suis tenté de penser comme Joe. Milburn demeure de très loin notre suspect le plus plausible. Mais tant qu'il nous manque le mobile, nous ne pouvons pas l'arrêter. Alors, nous allons en trouver un. Doyle. Auriez-vous perdu l'esprit, Doyle? C'est vous qui m'avez demandé mon opinion. Mon opinion est que Milburn n'a rien d'un tueur. Et qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Voulez-vous me le dire? À part le fameux instinct du lieutenant Blaney qui vous fascine? Je suis conscient que vous trouvez cela difficile à accepter, mais je trouve que c'est vraiment un homme remarquable. Ça va. Bien. Je vais vous dire ce que je pense, en fait. Je pense que vous êtes englué dans la compassion de Daniel Blaney pour sa malheureuse femme. Je pense que cette compassion peut paraître remarquable à un homme obligé d'enfermer son père dans un asile. Et je pense que vous êtes en train de faire l'erreur de laisser la compassion de Blaney occulter votre propre sens de la culpabilité. Et je parle d'erreur, parce que la vérité, c'est que vous devez puiser assez de force pour faire face. La vérité, c'est que votre pauvre père est à la seule et unique place où il puisse être. Seuls des faits clairs et concrets pourront nous conduire au meurtrier, et vous n'en avez aucun qui apporte l'ombre d'une preuve. Elle est partie pour la nuit. Je vous sers un verre, docteur? Ou est-il trop tard? J'en veux bien, hein. Vous faisiez une partie? Non, c'est le jeu tel que nous l'avons laissé, Isadora et moi, lors de notre dernière partie. Je n'ai plus joué depuis. Isadora avait les blancs. Comme vous voyez, elle était sur le point de me battre à plat de couture. J'imagine qu'il n'est pas très content de vous. Je parle de Belle. Non, c'est vrai. Mais vous êtes indépendant de caractère. Ça doit être dur de le supporter. Belle est un homme bien. Mais comme tous les hommes bien, il s'ingénie à bien cacher ses qualités. J'ai reparlé à Madame Beauce pour savoir qui était au courant de la liaison de Madame Crane. Elle conseille d'interroger des gens parmi le personnel de l'usine. Des proches à qui elle aurait pu faire des confidences. Avec qui elle aurait travaillé toute sa vie. Vous avez des noms ou pas? J'ai des noms. Bien. Faites-les entrer, sergent. Tout de suite. Le premier a travaillé toute sa vie pour la famille. Monsieur Strong. Bonjour, Dr. Bell. Je suis attendu par Monsieur Starr. Puis-je savoir ce que vous espérez trouver, docteur? Si votre fils a été tué de la main d'une personne qu'il connaissait, ce qui est une possibilité,
Nous pourrions trouver un indice qui désigne cette personne. La chambre de mon fils. J'ai bien peur que ni Jenny, ni moi-même n'ayons eu le courage d'entrer dans cette pièce depuis sa mort. D'où cette malheureuse apparence de négligé. Monsieur Starr, si vous préférez me laisser me débrouiller tout seul... Oui, je préférerais. Cette porte donne sur le bureau d'Henry. Comme vous le verrez, lui aussi est très... disons... Je comprends. Monsieur Jeffries. Madame Kitson, la secrétaire de Madame Crane. Asseyez-vous, Madame Kitson. Madame Kitson, nous sommes conscients que, puisque vous étiez sa secrétaire, votre patronne devait pouvoir compter sur votre discrétion en toutes choses. C'est exact. Je ne suis pas bien bavarde dans ma vie privée, ce qui fait que je n'ai aucune difficulté à être discrète au travail. Je comprends tout à fait. Mais nous avons besoin d'informations. Madame Kitson... Est-ce que Madame Crane avait un homme dans sa vie, c'est ça, hein? Quoi? Les autres disent que c'est ce que vous voulez savoir, non? Mais Madame Crane n'est plus là. Grâce à Henry Starr. Donc, je suppose que je suis libre de parler. Eh bien, oui. Je crois qu'elle avait un amant. Et s'il a tué Starr, je ne saurais, en toute honnêteté, espérer vous voir l'arrêter. Et j'espère que Dieu lui a permis d'être heureuse avec cet homme. Après tout ce que son mari a pu lui faire subir. Madame Kitson, parlez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle avait fait prendre une photo d'elle et qu'elle était en train de lui envoyer, comme une carte postale. Au dos, elle avait écrit « À mon cher amour » de la part d'Alicia. Elle finissait d'écrire la carte. Elle a compris que j'avais vu, mais... Nous avons fait toutes les deux comme si rien ne s'était passé. Madame Kitson, y avait-il un nom? Une adresse? Je vous ai dit tout ce que je savais. Au moins, nous savons qu'il existe. C'est vraiment très frustrant. Si au moins nous avions une description, mais rien. Madame Booth et Madame Kitson étaient deux amies proches d'Alicia. Farouchement loyales et sans sympathie pour Starr. Je crains qu'elle ne vous ait caché certaines choses. Oui, je vous comprends. Docteur Bell? Lui-même. Frank Darcy. Frank, je suis le directeur du Queen's Lodge. Vous vouliez me voir? Absolument, Monsieur Darcy. J'ai sur moi une lettre que vous avez envoyée à Monsieur Henry Starr. À
Vous lui écrivez dans cette lettre qu'il ne serait plus le bienvenu en raison du différend qui vous avait opposé à lui. Pourrait-on savoir de quel différend vous vouliez parler, monsieur Darcy? Vous pouvez le demander, je ne peux pas répondre. Vous êtes au courant qu'il a été victime d'un meurtre? Tué par un voleur, j'ai lu ça dans la presse. Oui. Non, il ne faut jamais croire tout ce que vous pouvez lire dans la presse, croyez-moi, mon cher monsieur Darcy. Maintenant, écoutez-moi, étant donné que je collabore à cette enquête, j'ai pleine autorité pour faire appel aux forces de police et leur laisser le soin de vous interroger. Mais cela provoquerait bien des malentendus pour vos chers clients. Oui, bien sûr. Voyons, il s'est passé la chose suivante. Monsieur Starr était un client régulier du Queen's Lodge. Et il venait régulièrement en compagnie d'une dame. Une femme mariée, comme il est apparu. Car je ne l'ai su, Dr. Bell, que parce que son époux a fait irruption dans l'hôtel et les a surpris. En flagrant delicto, comme on dit peu importe. Et le nom de cette femme et de son époux? Il vous faut comprendre, Dr. Bell, qu'il y eut alors un grand chahut et un tumulte, tel que tout ce que nous avons compris, ce sont leurs prénoms, rien de plus. Monsieur Horde, nous vous demandons de bien réfléchir. Nous savons qu'Alicia Crane fréquentait un homme. Mais nous avons besoin d'en savoir plus. Un détail qui puisse nous aider à l'identifier. Pardon, mais Alicia et moi ne parlions jamais de ces sortes de choses. Je vous en prie, monsieur Horde. Vous êtes notre dernier espoir. Écoutez, il y a eu un incident, j'y pense maintenant. Cela s'est produit un matin, où Alicia était passée me voir. Lorsqu'elle m'a quitté, je l'ai regardée regagner son fiacre. Et je me rappelle que dehors, elle s'est arrêtée pour me faire un signe de la main. Quand elle a atteint le fiacre, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Un homme. Un homme, sans aucun doute. Il l'a aidé à monter, et le fiacre est parti. Et vous n'avez rien vu qui puisse nous permettre d'identifier cet homme? Non. Désolé. Ah, Doyle, on peut dire que vous tombez bien. C'était George Milburn, Daniel. Henry Starr avait une relation avec Lila Milburn. George Milburn l'a appris et les a suivis jusqu'à un mignon petit hôtel de campagne. Et je crois que ça, c'est un vrai mobile pour un meurtre. Et vous... Je n'y crois pas. Vous faites erreur. Allons-y, Daniel. Allons arrêter notre homme. Messieurs, que se passe-t-il? C'est pour Monsieur Milburn, madame. George fait sa promenade du soir. Où est-il allé? En direction du parc. Allons-y. Ça va? J'ai glissé. J'ai glissé, nom de Dieu.
Ça va, oui. Vous plaisantez? Après avoir commis un tel désastre. Vous n'avez rien fait. Bon sang, c'est le meurtrier qui a tué, ce n'est pas vous. Mais est-ce que ce maudit meurtrier aurait pu tuer si Milburn avait été protégé? On vient de l'emmener. Lieutenant, c'est vous qui aviez raison. Oui. Lieutenant. C'est peut-être sans conséquence, mais Madame Milburn se rappelle quelque chose. Cela remonte à plusieurs mois maintenant. George et moi marchions dans le parc. Et il s'est arrêté pour jouer un peu au cricket avec une bande de jeunes. Il voulait juste leur faire voir qu'il lançait des deux mains parce qu'il était ambidextre. Alors que je regardais, j'ai vu un homme bizarre qui se tenait sur la véranda du pavillon d'été. Je ne peux pas l'assurer, mais je crois qu'il nous observait. Je ne sais pas... Pourriez-vous identifier cet homme? Non. Il se tenait dans l'ombre. Vous n'en avez rien dit à votre époux? Non, rien. Ça paraissait irréel. Tout de même, après la mort d'Henry Starr? Pourquoi n'avoir rien dit à ce moment-là? Je croyais savoir qui était l'assassin d'Henry. Je croyais que c'était George. Pour ce qu'Henry et moi lui avions fait. Je croyais que c'était mon époux. Et pas je ne sais quel homme caché dans l'ombre. Jamais on le coincera. Pas vrai, lieutenant? Si je l'aurais. Je l'aurais. Il a traversé ici, en diagonale, et qu'il a tourné à droite. Oui. Pourquoi? S'il était resté sur ce trottoir et qu'il avait tourné à gauche, il aurait été bien plus vite hors de vue, non? Oui, je suppose. Non. Il a traversé pour une raison. Suivez-moi. Oh! Le St. John's, c'est un club pour hommes. Toujours des fiacres qui attendent devant. C'est pour cela qu'il est venu par ici. Doit y en avoir des douzaines de fiacres. Comment faire pour trouver le bon? On fera savoir qu'il y a une récompense pour toute information. Allons-y. C'est bien. La pluie commence à se calmer. À en croire le docteur Doyle, le docteur Bell est complètement ravagé par la tournure des choses. Je crois qu'à l'avenir, il ne sera pas aussi prompt à condamner les autres. Ou à demander leur renvoi. L'été approche. L'été approche. Vous êtes malade ou quoi? Allez, vas-y, lance! Non, toi le premier! Non. Je ne suis pas malade. En fait, j'attendais un groupe qui a l'habitude de jouer au cricket ici. Comme vous le voyez, on se prépare à jouer au cricket. Je vois ça, oui.
Un jour, un homme s'est mêlé à ce groupe de joueurs. Il pouvait lancer aussi bien de la main droite que de la gauche. Et aussi frapper et recevoir. Alors c'était vous? Oui. La femme de ce monsieur dit qu'elle a vu quelqu'un ici sur la véranda. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu cet homme? On laisse nos habits ici. D'abord, j'ai cru que c'était un pickpocket. Mais c'était pas ça. Il regardait juste le match. Bien. Et tu lui as parlé? Oui. Est-ce que tu saurais me le décrire? Bien sûr. Je peux aussi vous donner son nom et son métier. Suivez-moi. Lieutenant Blenay, voici Monsieur Runciman. Il est cocher. Il se rappelle tout à fait avoir chargé un homme juste devant le St. John's la nuit dont il est question. Monsieur Runciman dit que l'homme était à bout de souffle. Et comme s'il venait de courir très vite. Dommage qu'il n'ait pas eu l'adresse. S'il vit dans le quartier, nous allons le trouver tôt ou tard. Michael, rentrez chez vous, vous reposez. Et puis vous viendrez me relever vers 10 heures. Lieutenant. Doyle, qu'est-ce qui vous amène? J'ai besoin d'aide, Belle. Il y a une chose qui m'échappe. Et c'est mon avis que vous venez demander? Vous êtes sûr de vous adresser à la bonne personne? Oui, sûr. De quoi s'agit-il? Lorsque j'ai rapporté les vêtements d'Henry Starr, son père s'est plaint très vigoureusement que la police ait pu les garder si longtemps. Je n'ai pu lui donner aucune raison, tout en me disant que c'était une preuve supplémentaire de l'incompétence de Blenay. Je me serais fait la même réflexion. Parce que c'est un ivrogne stupide qui a laissé filer l'assassin de Jack Crane. Oui. Vous vous rappelez du livre de Madame Blenay sur les échecs? Oui. De la rencontre Steinitz-Labatt à la Nouvelle-Orléans? Oui, vous disiez que son analyse du jeu était remarquable. Remarquable dans l'éclairage sur le jeu qu'elle apportait. Et remarquable parce qu'elle n'aurait pu l'écrire qu'après avoir eu son attaque. Ce qui est manifestement, pratiquement impossible. Voulez-vous dire que... L'auteur de l'analyse, c'est Blenay. Le crétin alcoolique à qui ont échappé tant d'indices frappants au cours de l'affaire Crane. Et après cela, il a écrit un essai génial sur les plus grands champions d'échecs du monde. Un ivrogne stupide ne pourrait pas faire une chose pareille. Attendez. J'ai pensé que tout ça n'était pas très clair et que... si je me rapprochais suffisamment de Blenay, si j'arrivais à gagner sa confiance, alors je pourrais peut-être y voir plus clair. C'est pourquoi vous preniez son parti. Oui. Mais comment ai-je pu être stupide à ce point? Stupide de ne pas avoir vu ce qui se passait. Pardonnez-moi, Doyle. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. Je me suis dit que si vous et moi étions d'accord en quoi que ce soit, Blenay, avec son fameux instinct, se méfierait de nous, ce qui fait que j'ai gardé mes réflexions pour moi-même. Et en gagnant sa confiance, avez-vous pu établir ce qui clochait ou non? Non. Ah non? Non. Mais plus que jamais, je demeure convaincu que quelque chose ne colle pas. Lorsque Madame Milburn nous a parlé d'un homme qui les épiait, elle et son époux, dans le parc, j'ai tout de suite pensé que les gamins avaient pu aussi voir cet homme. Étant donné que je ne considérais plus Blenay comme une andouille dipsomaniaque, j'ai trouvé très bizarre que cette possibilité ne l'ait pas effleurée. Alors je me suis rendu au parc. Vous avez vu les joueurs de cricket? Oui. Et eux, avaient-ils vu l'homme à l'affût? L'un des gamins a même parlé avec lui. Le meurtrier. Vous avez une description de notre meurtrier? Non seulement le petit se rappelait de lui, mais il avait vu sa photo récemment dans la presse. C'était Blenay. Blenay? Je ne comprends pas pourquoi il épiait Milburn. Considérez les faits, Doyle. Vers quelle direction vous pousse-t-il? Une direction qui est trop incroyable. Quelqu'un voudra-t-il croire à cette histoire incroyable? Nous savons maintenant que Blenay n'est pas fou, il est l'opposé de ça.
Il pensait que s'il n'arrêtait pas le meurtrier d'Henry Starr, on vous rappellerait en renfort. Il avait donc prévu ça. Il me l'a dit lui-même. Donc, délibérément, il n'a pas arrêté le meurtrier. Et on a fait appel à vous. C'est ce qu'il voulait, parce qu'il allait pouvoir vous humilier. Eh bien, il a réussi son coup. Ensuite, il épie Starr et Milburn et détaille ses plans. Starr devait être tué en premier, avec les gants près de lui, pour nous mettre sur la piste de Milburn. Et c'est pour ça qu'il a gardé les vêtements si longtemps. Oui, parce qu'il savait que moi je les examinerais et il avait prévu les conclusions que j'en tirerais. Puis, très ostensiblement, il refuse d'accepter les faits, refuse d'admettre que Milburn est le tueur. Il demande même une protection pour Milburn, en sachant que Sam Ferguson vous écouterait et refuserait cette protection, parce que les faits vous donnaient raison. Et Milburn est tué. Blenny est disculpé quoi qu'il arrive. Quant à vous, vous êtes discrédité. Pire, il apparaît que vous avez indirectement contribué à la mort de Milburn. Non seulement disculpé, Doyle, il s'est procuré un bel alibi réfutable parce qu'il était en notre compagnie. Alors où est-ce que tout ce raisonnement s'écroule, Doyle? Je ne peux simplement pas accepter l'idée que Blenny ait fait tuer 2 hommes par un complice juste pour vous discréditer. Je suis d'accord. Alors, nous allons reconsidérer les faits, pourvu qu'ils ne mènent pas à un meilleur mobile de meurtre. Nous savons qu'Henry Starr et George Milburn ont conduit Alicia Crane à la mort. Nous savons qu'à la suite de ça, les 2 hommes ont été tués. Et nous savons maintenant qu'Alicia Crane fréquentait un homme en secret. Mais c'était Blenny, non l'amant d'Alicia, qui filait Milburn. Vous en êtes sûr, Doyle? Vous êtes sûr que l'homme qui épiait Milburn n'était pas l'amant d'Alicia? Mon Dieu. Mais pourquoi Blenny se serait-il échiné à prouver qu'elle avait un amant si c'était lui l'homme en question? Et pourquoi n'irions-nous pas le lui demander ensemble? Où est Blenny? On a trouvé le tueur. Le lieutenant Blenny est sur place. Montez. Mais je dois aller... Conduisez-nous. On a une bonne description du tueur. Et nous savons dans quel quartier il vit. Et si nous faisions erreur? Vous y croyez, vous? Vous ignoriez pourquoi Blenny voulait prouver l'existence de l'amant? Peut-être bien parce qu'il voulait nous le présenter, tout simplement. Et compléter son triomphe sur moi. Mais comment ferait-il? Mais de quoi parlez-vous? Devrait être là. Et il n'y est pas. Essayons de le retrouver. Salut, monsieur Blenny. Vous avez amené le fric, j'espère. Eh, c'est quoi ça? Lieutenant, ce n'est rien. Je devrais peut-être y jeter un coup d'œil. Non, mon ami, c'est ça que vous devriez regarder. C'est notre tueur, docteur. Monsieur Ned Ball. Ned Ball? C'est ça. Il a tué Jack Crane pour avoir Alicia.
Et il a tué Starr et Milburn quand ils lui ont arraché Alicia. Ned Ball était l'amour secret d'Alicia Crane. S'il vous faut une preuve, j'ai trouvé ça sur la cheminée. C'est Alicia. Probablement la photo dont Madame Kitson nous a parlé. Oui, c'est bien ça. Vous permettez, Doyle? Voulez-vous bien nous montrer où se trouvait le cadre, lieutenant? Il devrait y avoir une marque. Une marque? Oui, comme il y en a sous tous les autres objets, voyez. Il devrait y avoir une marque bien visible sur la poussière. Or, je n'en vois pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ces messieurs ont prononcé de sérieuses accusations contre vous. Quelles accusations? Vous vous êtes servi de Ned Ball pour tuer Henry Starr et George Milburn. Et pourquoi aurais-je fait ça? Parce que vous leur reprochiez la mort d'Alicia Crane. Et parce que vous étiez l'amant d'Alicia. J'ai parlé aux joueurs de cricket, ils vous ont identifié. Vous savez, il me vient à l'esprit que votre maîtresse a dû vous envoyer d'autres marques de son amour. Des lettres, peut-être. Je suis sûr que nous en trouverions en fouillant bien votre domicile. Occupez-vous donc de cette fouille, sergent Clark. Tout de suite? Tout de suite, sergent. Je vais aller en parler, Ferguson. Demi-tour, sergent. Voyons, Blenay, vous ne pourrez pas tous nous tuer. Blenay! On dirait que vous m'avez eu, docteur. Oui, il semblerait, lieutenant. Il y a encore une toute petite chose que j'aimerais bien comprendre. Alicia Crane. C'est pendant l'enquête sur le meurtre de son mari que j'ai rencontré Alicia. J'ai vite découvert la vie de tourment qu'il lui faisait mener. Et j'étais moi-même très attiré par elle. C'est bien avant vous que j'ai démasqué Ned Ball, docteur. Mais ce vieux Ned avait une drôle d'histoire à raconter. Comment Alicia l'avait payé pour la débarrasser de son mari. Nous savons tous ce que cela voulait dire, n'est-ce pas? Si je passais une corde autour du cou de Ned, j'en passais aussi une autour du cou d'Alicia. Alors j'ai laissé filer Ned. Je vois. Alicia m'aimait elle aussi. Et nous nous sommes donné mutuellement la joie qui était sortie de nos vies. Je vous dois des excuses pour avoir mis en doute votre réputation. Navré, lieutenant, je me suis mépris sur vous. Vous n'étiez qu'un parmi d'autres. Mais j'accepte vos excuses. Officiellement, j'étais un homme marié, ce qui fait qu'Alicia tenait au secret. Mais il y a eu des fois où votre secret a failli être percé, non? Madame Kitson, avec la photographie, Madame Booth, avec mon bouton de manchette, et Jeremy Horde. Nous rions tous deux de ces échappées belles, comme disait Alicia. Mais en fin de compte, j'ai pu les tourner à notre avantage. J'ai inventé le personnage de l'amant mystérieux. Ce vieux Ned aurait été retrouvé sans vie, tenant la photo d'Alicia. Alicia aurait été vengée, et le docteur Bell en position d'échec et mat. Quant à Starr et Milburn, ils étaient morts de la minute où Alicia a mis fin à ses jours. Je les ai suivis pendant des mois. J'ai découvert la relation entre Starr et Madame Milburn, dont j'ai informé Milburn par un message anonyme. Seigneur, j'étais même dans l'hôtel pendant qu'ils faisaient leurs affaires. Du très beau travail, messieurs. Du très beau travail. Lieutenant. Attends, fils, pas tout de suite. Tout comme ce vieux Ned, là, qui a envoyé tellement de gens au cimetière que personne ne s'en plaindra. Moi, j'ai fait du mal à mon Isadora. Non pas en ayant aimé Alicia parce qu'Isadora n'aurait jamais pu le savoir,
Non. J'ai fait du tort à Isadora en me faisant prendre. Parce que sans moi pour s'occuper d'elle, ils vont la mettre dans un asile pouilleux. Un asile pouilleux. À cause de cela, Isadora, je ne mérite pas de vivre une minute de plus. Non! Non! Sergent! Sergent! Je suis heureux que vous soyez venu. Pourquoi ne serais-je pas venu? Que deviendrait notre foi sans le devoir d'accorder son pardon? Oui. Mais sans vous, Doyle, j'aurais certainement été jusqu'à la tombe avec l'idée que j'aurais pu éviter que George Milburn ne soit tué. Je vous suis reconnaissant. Voilà. On a bien fait, je crois. Il méritait de vraies funérailles. Il est mort en service, après tout. Il faudra absolument contrôler l'institution à laquelle elle sera confiée pour s'assurer qu'on s'occupera d'elle convenablement. C'est inutile. Elle n'ira pas dans une institution. Non? John Starr avait promis une grosse récompense à qui trouverait l'assassin de son fils. J'ai suggéré que l'argent soit affecté à la garde d'Isadora. Il a accepté. Depuis quelque temps, pour lui, l'argent a perdu beaucoup de son attrait. Magnifique. Cela fait 2 pauvres êtres qui vous sont redevables. Oui. Emmenez-le vite. Ne lui faites pas de mal! Quel héros je fais. Les frères Doyle, bienvenue. Inès, quel bonheur de te revoir. Tu sais, pour aller à la gare, on va prendre le fiacre. Alors, tu es venu dire au revoir à ton vieil ami. Ça tombe très bien. Il se trouve que j'ai un petit cadeau pour toi. Il est sur le bureau, là-haut. Ah. Mes dernières observations sur le meurtre de Jack Crane. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Bon voyage, Doyle. Merci. Peut-être la prochaine fois nous verrons-nous dans de meilleures circonstances. Il serait bienvenu, en effet, que tous deux, nous ne soyons guidés que par la véritable amitié qui nous lie. Vous allez maintenant rentrer chez vous. Et il faudra faire sortir vite tous ces événements de votre esprit. Sortez-les de votre esprit. Et tâchez de retrouver votre train-train rapidement. C'est ce que vous faites, vous? Vous les sortez de votre esprit? En tout cas, j'essaie, Doyle. Je crois que j'ai envie de les écrire, ces aventures. Et évidemment, en changeant un peu les choses. Eh bien, si cela peut chasser certains fantômes. Mais, Doyle, il ne faut surtout pas que ces brouillons supplantent votre métier de médecin.
Ça n'arrivera pas. Non. Non, ça n'arrivera pas. Bon. À la prochaine fois, mon ami. À la prochaine fois. Arthur, regarde. Ça te va bien? Chassez de votre esprit le souvenir de ces événements. Chassez-les de votre esprit. Combien de fois ai-je pu tenter d'obéir à ses recommandations? Combien de fois ai-je essayé de mener une vie normale? Mais ces pensées revenaient sans cesse. Je pensais à toutes ces étranges aventures que le docteur et moi avions vécues. Des mondes qu'elles avaient révélés. Des mondes où le crime guette juste sous la surface de notre société apparemment calme et ordonnée. Saurais-je les saisir pour les raconter? Peut-être dans un recueil d'histoires, à condition bien sûr qu'on ne puisse y reconnaître les affaires qui les ont inspirées. Jusqu'à présent, j'ai échoué. Mais les souvenirs que j'ai du docteur demeurent tellement vifs. Je revois son regard d'acier, ce regard si perçant. Je l'imagine prononçant mon nom, m'exhortant à venir le retrouver dans sa maison du crime. Ce que je ne savais pas encore, c'était que quelques-unes des pièces les plus terrifiantes de cette maison restaient encore à explorer.